La toute nouvelle imprimante de artillerie s'appelle la M1 Pro, une imprimante fermée avec un système de chauffage interne et qui est prévu pour pouvoir faire du multicolore. Donc son MCM devrait arriver prochainement. Alors je te propose de la découvrir ensemble, juste après le générique. On va faire un tour complet de cette M1 Pro, on va regarder ensemble comment ça se présente à l'intérieur, quelle est la technologie embarquée, on vérifiera aussi la qualité des impressions, et je te ferai part des remarques que j'ai trouvées sur cette machine, des points positifs et des points qui seront à améliorer selon moi. Lorsque je vous fais des vidéos tests sur YouTube ou sur les autres réseaux, je me mets toujours à la place du consommateur, de la personne qui va regarder la vidéo, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre ou voir sur la machine, et c'est comme ça que je construis mes vidéos. Alors parfois elles sont un peu longues, et oui, je passe quand même pas mal de temps à la fois sur la présentation de la machine, mais je passe aussi du temps pour faire tout un tas de tests techniques et de tests avec différents matériaux. Donc c'est super appréciable lorsque vous mettez un petit pouce vers le haut, ou un commentaire, des fois d'encouragement, ou alors des commentaires pour pouvoir poser des questions complémentaires sur la machine, et c'est encore super top pour ceux qui s'inscrivent, ça leur permet de recevoir des notifications aussi lorsque je vous présente un nouveau produit. On regarde ensemble ce qui est livré avec cette imprimante. Donc pour une fois, eh bien, Artillerie au moins ne sont pas radins au niveau du filament. La plupart du temps, on a des petits sachets avec un petit échantillon. Donc pour le coup, ça c'est un vrai bon point, et c'est pas les 10 balles de valeur de bobine qui changent quelque chose. En tout cas pour le consommateur qui reçoit une imprimante, ça change tout, parce que là tu vas pouvoir lancer une multitude de print tests. Une petite aiguille de type acupuncture, c'est pour pouvoir nettoyer ta buse si un jour elle est bouchée. Et ici, ce sont des petits accessoires de remplacement. Donc tu as une lame de cutter à l'intérieur, tu vas avoir un bloc silicone pour nettoyer ta buse, un petit tournevis, enfin, l'ensemble des clés, on va dire ça comme ça, pour pouvoir faire l'entretien de ta machine. Ici, c'est pour leur petit coup de pub, l'idée c'est que tu achètes du filament chez eux, donc ils te mettent un échantillonnage de leurs couleurs qui sont disponibles chez Artillerie. Et enfin, un manuel d'utilisation. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas en français, néanmoins tu as juste à regarder les photos, et on comprend assez facilement ce que l'on a à faire. On va pas perdre 10 minutes pour faire un unboxing, pour te montrer comment on la met en fonction. Tu as juste 4 vis à retirer, ensuite tu as un écran qui est livré à part, une nappe à brancher, tu viens clipser ton écran. Un porte-bobine qui vient se placer sur le côté, avec 2 petites vis, et ça veut dire que tu as déjà fini ton assemblage, tu n'as plus qu'à allumer ton imprimante avec le petit interrupteur qui se retrouve sur l'arrière. Tu suis les informations sur ton écran en faisant les mises à jour, tu le bascules en français, il va faire tous les petits points de contrôle avec l'auto-nivellement, le input shaper, etc. Et ensuite tu pourras lancer ta première impression. Pour la profondeur, pense à avoir au moins 45 cm, voire un peu plus, parce que derrière, forcément, on va mettre un bac de purge ou un système qui permet de rapatrier tes déchets d'un côté ou de l'autre. Pour la largeur, ça va dépendre d'un point de vue stratégique. Est-ce que tu vas placer ton porte-bobine sur le côté tel qu'il est prévu, ou bien est-ce que tu vas mettre un système sur le dessus? Donc pareil, là il te faudra un peu plus, parce qu'il faudra aussi avoir la place de placer une bobine, donc minimum 55 cm. Et pour ce qui est de la hauteur, pareil, je dirais environ 55 cm, parce que il faut avoir la facilité de pouvoir retirer la vitre du dessus, et tu pourras mettre un petit système, une petite réhausse pour pouvoir ventiler quand tu vas faire des impressions 3D avec du PLA pour pas que ça surchauffe à l'intérieur. Allez, il est temps de faire le tour de cette imprimante, la M1 Pro. Donc sur le dessus, on va se retrouver avec un système de vitre qui est posé sans charnière, un peu comme la plupart des imprimantes actuelles. Vitre qu'il faudra retirer quand tu fais du PLA. Ça veut dire que tu pourras mettre un petit système de réhausse, si tu le souhaites, pour pouvoir poser ta vitre dessus. Idem pour la porte sur le devant, c'est du verre. Par contre, au niveau de la charnière, je trouve qu'on y est un petit peu limité au niveau de l'angle, donc il faudrait être vigilant de ne pas forcer dessus, sinon ta vitre elle va se fissurer et tu vas la retrouver sur tes pieds. Pour ce qui est de la taille d'impression, ce sera 26 cm par 26 par 26 de haut, donc un peu plus grande que ses consoeurs. Chose qui est devenue un peu la mode, ce sont les nouveaux plateaux en PEI qui sont avec deux côtés. Donc un côté un petit peu granuleux de ce côté-ci pour pouvoir faire du PLA, du PETG, ABS, en fait la plupart des filaments. Et sur l'autre côté, c'est dans l'esprit des plateaux bleus que l'on connaît par exemple chez BQ, avec un système pour pouvoir faire essentiellement du PLA avec une très bonne accroche et quelque chose qui est moins rugueux donc sur ce côté-ci. Donc tu n'auras pas besoin de chauffer beaucoup ce côté du plateau si tu peux faire tenir du PLA. Quelque chose que l'on va retrouver ici qui est intéressant, c'est que
ta tête est montée sur un rail linéaire, et ce sont des choses qui se font rares à l'heure actuelle, parce qu'on est plutôt à la recherche d'imprimantes en faisant des économies sur les matériaux, donc ça c'est vraiment un bon point pour la vitesse et pour la précision. Pour ce qui est de la tête, on va regarder ensemble, elle reste quand même assez volumineuse, en tout cas sur la profondeur, et sur le devant, on est sur quelque chose d'assez classique. Chose que je montre souvent, un point de détail pour certains mais qui est important pour moi, c'est que sur le dessus, on va pouvoir retirer assez facilement notre tube PTFE, étant donné qu'ils ont donné l'accès à cette partie. Et pour la gestion des axes X et Y, on va se retrouver avec deux moteurs pas à pas, donc un à droite et un à gauche qui est juste ici. Un système qui est monté sur des tiges, avec bien entendu des roulements, et un système par courroie. Sur le côté avant droite, on va retrouver la petite caméra embarquée, qui est dite une caméra intelligente, mais ça on verra ensuite, entre ce que nous dit le marketing et des fois la réalité, c'est pas toujours le cas. Et pour ce qui est de la lumière, ils ont rajouté une petite bande LED sur l'avant de l'imprimante, juste de ce côté-ci. Lorsque l'on imprime à haute vitesse, on a besoin de refroidir très rapidement le filament qui va être en sortie de buse. Donc ici, eux, ils ont fait le choix de mettre un système de ventilo sur le côté gauche, et puis sur l'arrière, on va le voir ici, sur l'arrière ici, on va avoir un autre système pour pouvoir refroidir le filament. Ça va nous permettre de voir comment est fait notre tête d'impression, assez facile d'accès, on a des systèmes aimantés pour pouvoir retirer le capot qui est sur le devant, avec un fil suffisamment long pour pouvoir placer le capot sur le dessus. Pour notre buse, ici deux petites vis, si on veut la changer, on retire les petits connecteurs, et on a fait un changement de buse qui est assez rapide. Alors contrairement par rapport à d'autres marques, eux, ils ont fait le choix que tout soit visible et accessible, donc c'est un côté qui est plutôt sympa lorsque tu veux faire de la maintenance, tu t'embêtes pas à tout démonter pour pouvoir retirer un petit fil, un petit connecteur. On va regarder ce qui se passe sous notre plateau, donc ici c'est le fameux système qui va te permettre de chauffer l'enceinte de ton imprimante. Lorsque tu fais des filaments techniques, on a besoin d'avoir un enclos fermé et une température intérieure assez élevée pour pouvoir faire par exemple de l'ABS, du PCABS, du PA6, du PA12. Donc une enceinte chauffée est censée être plus confortable et faciliter tes impressions. Sous l'imprimante, on va retrouver des systèmes de courroie avec un tenseur de courroie, un moteur pas à pas à l'arrière. Ensuite ici, on a les roulements qui nous permettent de jouer sur les tiges sans fin, que l'on va regarder tout de suite après à l'intérieur de l'imprimante. Ça nous permet de voir comment va fonctionner l'axe Z. Donc notre plateau est monté avec 4 tiges, donc 2 de chaque côté, sur des systèmes de roulement. Ensuite des tiges fil télé, c'est les tiges de vis sans fin qu'on a vu, qui étaient raccordées dessous et commandées par la courroie, et un moteur pas à pas que l'on va retrouver qui est caché là-bas derrière, qui va commander l'ensemble. On regarde comment ça se passe sur le fond de l'imprimante. Donc ici c'est le bac d'évacuation. L'idée c'est que la tête va venir ici, tac. Elle va venir appuyer, là on va la retirer comme ceci, elle va venir appuyer là-dessus, tac. Elle va purger du filament, ensuite elle va se retirer pour pouvoir éjecter le filament dans le bac qui est ici. Et ensuite tu pourras placer un petit bac de purge derrière, ou un système qui permet de faire revenir tes déchets sur un côté ou sur l'autre côté. Et à l'arrière ici, on va avoir un système avec un ventilo et cette petite trappe qui est aimantée, que l'on pourra fermer ou ouvrir en fonction des matériaux que tu vas imprimer. C'est alors la grille que tu vois ici qui va te permettre de filtrer lorsque tu fais par exemple certains filaments techniques sont nocifs, donc on a besoin de filtrer les particules. Artillerie fait partie des marques qui ont enfin compris et écouté le fait que le système de chaînette ne doit pas être plus haut que notre vide, sinon ça vient frotter, et idem pour le tube PTFE, et pareil sur les côtés, sur beaucoup d'imprimantes, on a un problème avec la chaînette qui vient racler, frotter, donc qui vient s'user, et qui des fois, parfois vient même casser. Donc là, ça a été pris en compte, et c'est plutôt bien fait. C'est une imprimante qui est prévue pour faire du multicolore, donc ils ont mis un cutter à l'intérieur. Comment ça fonctionne concrètement? Imaginons que tu es en train de faire ton impression, elle est finie, donc tu veux dégager ton filament pour pouvoir changer de bobine, et ce sera valable quand on aura aussi le système MCM pour faire du multicolore. Donc ta tête va venir comme ceci, elle va venir actionner le cutter, donc ça coupe ton filament à peu près à ce niveau-ci. Ensuite, elle va venir à l'arrière pour pouvoir purger, donc faire partir une partie des filaments qui étaient à l'intérieur et te redonner la main. Donc elle va avoir un système
de cran hein, dans l'extrudeur qui va faire remonter ton filament, et ensuite tu auras la main pour pouvoir tirer ton filament à toi. On regarde rapidement au niveau de l'écran, donc un système tactile qui est plutôt réactif. On a accès aux informations principales sur la petite maison qui est ici. Sur le deuxième onglet, ça te permet de lancer tes prints, qui d'ailleurs sont sur une carte SD et non pas sur une clé USB. Tu pourras aussi les envoyer par Wi-Fi. Dans le troisième onglet, on a le menu de contrôle qui va te permettre de jouer sur la température de la buse, du plateau, jouer sur la lumière, les ventilos, et aussi passer dans un mode d'e-sport ou encore plus rapide, donc 140% ou 170%. Ensuite, dans l'onglet Move, on va pouvoir jouer sur l'extrudeur, donc pouvoir extruder du filament ou le faire remonter, faire le point Home. Dans la partie filament, qui est une partie la plus importante, c'est quand tu veux engager un nouveau filament, tu le mets sur ton porte-bobine, tu fais avancer ton filament jusqu'à la tête ici, ensuite tu vas cliquer sur soit retirer, soit mettre un nouveau filament. Donc là, en l'occurrence, j'ai déjà un filament à l'intérieur, donc ça va d'abord chauffer la buse, ça va venir couper ton filament. Ensuite, une fois que la buse est chauffée, il va extruder un petit peu de matière, et enfin, il va le faire remonter pour pouvoir le dégager et te donner la possibilité de retirer ton filament. Les particularités, comme beaucoup d'imprimantes maintenant, lorsque tu veux enfiler un nouveau filament ou retirer ton filament, elle vient toujours faire un point Home pour vérifier à quelle hauteur est ton plateau, tout simplement parce qu'à l'arrière, on a un petit patin comme ceci, donc il faut qu'elle ait un repère dans l'espace pour pouvoir venir ensuite frotter la buse sur ton patin. Tu pourras aussi utiliser cette imprimante comme dryer pour pouvoir sécher tes filaments, étant donné qu'il y a un système de chauffe qui est sur la partie basse, donc tu sélectionneras la catégorie de ton filament, le nombre de temps d'heures que tu souhaites pour pouvoir sécher tes filaments, bien entendu avec une imprimante qui sera complètement fermée, donc il faudra remettre la vitre sur le dessus. Ensuite ici on va pouvoir jouer sur le formatage de la clé, de faire les mises à jour de ton imprimante, d'accéder à la partie calibration, et dans le dernier onglet, c'est un peu l'idée du wiki, donc il faut pouvoir retrouver des informations qui souvent sont renvoyées sur le site internet. Il est temps de regarder les impressions réalisées avec la M1 Pro. Donc première chose que j'ai faite, c'était le fameux petit Bunchy qui est livré avec, mais comme je te le dis à chaque fois, ça n'a pas trop de sens, pas trop d'intérêt, parce que normalement, ils optimisent le G-code pour avoir quelque chose de propre. Donc oui, il est quali, mais nous, ce que l'on veut, c'est surtout avoir des impressions qualitatives lorsqu'on le fait avec nos propres réglages. J'ai alors imprimé en premier une tour de torture avec un filament PLA classique. Ça nous permet de voir là où elle s'en sort bien et là où elle rencontre des difficultés, surtout au niveau des surplombs. Pour les surplombs, elle s'en sort plutôt bien. On voit qu'elle commence à avoir des difficultés aux alentours de 70 degrés. L'idée, c'est qu'une imprimante ne peut pas imprimer dans le vide, et certaines gèrent un petit peu mieux cette courbure que d'autres. Donc celle-ci, elle s'en sort bien. Là, par contre, c'est vraiment pas propre, étant donné que l'on voit qu'il y a beaucoup à la fois des petits traits et ce qu'on appelle des fantômes. Donc un problème de calibration et un problème de stabilité. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai relancé la calibration et le input shaper pour tenter d'améliorer ceci, et les pièces que j'ai sorties ensuite n'avaient plus toutes ces difficultés. Et sinon, elle s'en est bien sortie pour pouvoir gérer les pompes, donc forcément un peu plus de difficultés lorsqu'on a une grande distance comme ceci, mais dans l'ensemble, elle s'en sort plutôt bien. On va regarder le petit Bouddha mignon, c'est pareil, c'est un fichier qui est enregistré dans la bécane, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Par contre, ce fichier, ça peut être intéressant que toi, tu le mettes sur ton slicer pour le trancher, pour voir s'il sort aussi propre que celui qui est dans le G-code préenregistré. Alors comme tu sais, je suis totalement honnête dans toutes mes revues, et chaque fois que je vous fais des présentations de produits, eh bien, cette imprimante, au départ, j'ai eu beaucoup de galères. J'ai même dit sur Instagram, j'avais beaucoup plus de AirPrint que d'impression réussie. Et ça, je t'expliquerai dans la conclusion pourquoi j'ai eu toutes ces difficultés, et pourquoi au départ, la plupart des prints que je lançais n'arrivaient pas jusqu'au bout. Je me suis d'abord creusé la tête sur des choses très techniques, et en fait, c'était vraiment un truc tout bête, mais ça, je te le dis dans la conclusion.
Pour les impressions avec du filament un peu plus technique, donc celui-ci je l'avais lancé aussi sur la Centaury Carbone la dernière fois, j'aime bien faire cette petite figurine, ça nous permet de voir la précision, la qualité d'impression. Ici on est sur un PLA avec de la fibre de carbone à l'intérieur, donc du PLA-CF. Alors pareil, j'ai pas retiré les petits cheveux d'ange, j'ai laissé tout par défaut, et elle s'en est très bien sortie. De l'ABS, plus précisément du PC ABS de InsLogic. Là aussi, elle s'en sort super bien. Et on va regarder pareil avec les pneus. Les pneus, ça nous permet de voir si elle va travailler dans le détail. Je vais essayer de faire la mise au point. Donc pareil, ça a très très bien fonctionné. Donc ici, on est sur de l'ABS. Et pour faire de l'ABS, du coup, j'ai chauffé mon plateau à 100 degrés. Ma buse était à 280 degrés. Et l'intérieur, j'ai pas chauffé au maximum, j'ai juste chauffé à 50 degrés pour avoir une température ambiante suffisamment confortable pour pouvoir faire notre ABS. Et j'ai mis un petit peu de stick glue sur mon plateau pour avoir une meilleure tenue, pour éviter le warping et pour pouvoir retirer plus facilement notre pièce une fois notre impression réalisée. Ici, on est sur un filament qui est encore plus technique. Donc ici, c'est du PA12CF, donc du PA12 avec de la fibre de carbone à l'intérieur. Elle s'en est très bien sortie. Alors ce sont des filaments qui ne sont pas simples à faire, étant donné que ton filament doit être d'abord passé au dryer, il faut qu'il n'y ait absolument pas d'humidité. L'intérieur, il faut chauffer aux alentours de 60 degrés. Ton plateau, il faut le chauffer. Ta buse, pareil, c'est aux alentours de 280 degrés. Elle s'en est bien sortie. Sur le dessus, forcément, on va devoir poncer un petit peu de ce côté-ci. Tous ces filaments qui engagent des particules à l'intérieur, eh bien on va avoir des fois des petites finitions comme ceci sur lesquelles il va falloir poncer. Ensuite, j'ai fait du TPU. Bon, on peut voir ici que mon TPU avait deux difficultés. Un, j'ai pas mis la bonne température, mais c'est pas grave, je te le montre tel quel. En tout cas, la pièce a bien fonctionné, ça reste quali, et il avait beaucoup d'humidité. Donc des fois, on va avoir des petites cloques, mais sur le principe, elle s'en est pas trop mal sortie. Alors je dis pas trop mal parce que c'est un mauvais réglage de ma part. J'ai fait le choix d'avoir ce qu'on appelle une impression lighting. Ça veut dire que sur mes côtés ici, sur mon mur, eh bien j'avais pas de rigidité pour avoir quelque chose de propre. Si j'avais amélioré et apporté beaucoup plus de remplissage à l'intérieur, j'aurais la même chose des deux côtés. Donc ça veut dire que j'aurais des murs propres. Ce côté-ci, on avait des déformations. Ensuite, j'avais lancé un long print comme celui-ci avec du filament mat bicolore. Et rappelle-toi les difficultés que l'on avait sur notre tour de torture qui était ici. Hein, tu vois, tous les petits stries que l'on avait sur la partie basse. Eh bien, on ne va pas les retrouver sur notre pièce qui est ici, qui est particulièrement qualitative, étant donné que entre-temps, j'avais refait la calibration. Elle a une bonne gestion des supports et contrairement à des fois à certaines imprimantes qui ont un petit problème au niveau du flux et qui viennent du coup accentuer de déposer un petit peu trop de matière sur les supports et souvent ils se cassent la gueule. Là, écoute, elle l'a bien géré. Ensuite, j'ai utilisé un filament très particulier, donc c'est un petit peu atypique, c'est ce qu'on appelle du filament, donc c'est du silk, mais c'est un silk PLA qui est flexible. Donc ça nous permet de pouvoir faire des objets comme celui-ci. Donc c'est pas si simple à imprimer que ça parce que c'est un mélange un peu comme du TPU et du PLA. Et là, je lui avais donné une texture floue pour pouvoir aussi améliorer la rigidité de notre pièce et elle s'en est super bien sortie.
Ici, on essaye de faire du filament technique, donc c'est le Sunnu, c'est du PA6GF, donc avec pas de la fibre de carbone, mais de la fibre de verre. Du coup, forcément, l'imprimante, elle a cette information et elle va tenter de chauffer l'intérieur du caisson. Donc, le but, c'est d'arriver à une espèce de seuil de température pour pouvoir lancer le print. Je vais retirer mon micro-cravate pour te faire écouter finalement le bruit que l'on a à l'intérieur, parce que je vais essayer de me rapprocher. Je ne sais pas si on va le voir comme ceci, oui. Au fond, tu vois, juste en bas, ici, on a un ventilateur avec un radiateur qui est là pour chauffer le caisson. Ce qui fait qu'on va avoir un petit peu de vibration sur l'ensemble de notre imprimante pendant le temps de chauffe et pendant le temps que le ventilateur fonctionne. Alors on va essayer de faire ça rapidement parce que le but c'est pas de faire partir toute la chaleur que l'on essaye de amener dans le caisson. Alors je retire le micro-cravate. Je pense que là, on a un bruit ambiant. C'est pas ultra bruyant. On va ouvrir et je vais placer le téléphone à l'intérieur. On a pu constater, quand j'ai pu placer, en tout cas moi, le smartphone à l'intérieur, hein, c'est que ça chauffe effectivement bien, ça souffle assez fort, donc on devrait monter en température normalement assez rapidement. Pendant tout ce temps-là, comment se comportent les autres composants de notre imprimante? La buse, 140 degrés, donc elle est en stand-by. Le plateau, pareil, 50 degrés, et la consigne est de 50. Et on voit ici la température dite de consigne. On veut faire monter à 47 degrés. Alors moi, j'ai rien modifié. J'ai tout laissé par défaut dans le trancheur. Hein. Donc apparemment, la température de seuil, en tout cas au démarrage, est de monter à 47 degrés à l'intérieur de notre imprimante. Allez, un point de vigilance sur la M1 Pro. Par exemple, tout à l'heure, je lui ai demandé de charger un nouveau filament. Ensuite, tu lui envoies depuis ton ordinateur la demande d'impression. Néanmoins, si tu reviens après, donc tu vois là, ça fait quelques minutes que j'avais lancé le print, j'ai toujours l'information qui te dit est-ce que le filament s'est bien chargé complètement ou pas. Le problème, c'est que si tu touches à ce menu qui est ici, tu vas avoir un souci parce que ton imprimante va retourner derrière au bac de purge et finalement ça va arrêter la chauffe de ta buse et tu vas avoir un fail sur ton imprimante. Donc ne touche pas à ce menu lorsqu'il apparaît tant qu'ils n'ont pas modifié et apporté en tout cas une correction à travers une mise à jour. Alors quelles sont les choses que j'ai appréciées sur cette M1 Pro et les choses qui sont pour moi à améliorer? Eh bien c'est le moment de faire le débrief ensemble. Et ma première difficulté c'est passé avec le logiciel de le trancheur, ce qu'on appelle, pour pouvoir mettre tes pièces à l'intérieur et envoyer les informations à l'imprimante, tout simplement parce que oui, ils ont prévu des slicers, mais ils ont prévu un slicer qui est parfaitement compatible avec les PC. Par contre, pour le slicer qui est prévu pour Mac, ils ont fait le choix d'utiliser un slicer qui est prévu pour des puces de nouvelle génération. Donc si tu te retrouves avec un vieux Mac comme moi, tu ne peux pas lancer le logiciel. Alors ils vont certainement faire plus tard, enfin en tout cas je l'espère, une mise à jour de leur trancheur pour que ce soit utilisable avec des Mac qui embarquent des puces Intel, mais en l'occurrence c'est un petit peu dommage aujourd'hui que tu sors une imprimante sur le marché avec des logiciels qui sont censés être compatibles avec Apple, ça l'est pas, en tout cas pas avec tous les produits d'Apple. Parmi les choses aussi qui m'ont vraiment énervé au début, c'est que j'ai rencontré quasiment que des prints, que des échecs sur mes impressions. Alors j'ai d'abord essayé avec différents filaments en me disant bon, ça vient peut-être de ton filament. Donc ce que faisait l'imprimante, elle commençait à imprimer, et puis après quand je revenais au bout d'un certain temps, elle faisait du airprint, elle imprimait dans le vide, elle ne détectait pas qu'il y avait un défaut, ni des choses comme ceci, ou ni même que la buse pouvait être bouchée ou pas, en tout cas elle n'allait pas plus loin.
Alors franchement, j'étais frustré parce que quand j'ai utilisé la Centauri, eh bien, j'ai eu 0 échec, et là, je faisais que des échecs. Première chose, je me suis dit, bah, ça va être un problème de chauffe. Donc j'ai essayé de vérifier si à l'intérieur de mon imprimante, s'il faisait pas trop chaud, et s'il n'y avait pas un colmatage dans ma buse. Donc oui, imprimante fermée, ça chauffe trop. Par contre, lorsqu'on ouvre le capot ou si on laisse la porte ouverte, ça reste aussi un peu chaud à l'intérieur, on arrive facilement aux 30 degrés. Donc je me suis dit, miracle, ça vient de ça, donc tu ouvres ton capot et tu relances tes prints, ou tu laisses ta porte ouverte. Et là, rien à faire, quels que soient les filaments que je passais à l'intérieur, du PLA carbone, du silk, du mat, j'avais que des erreurs, et à chaque fois, j'avais le même type de panne. Alors, et assez rapidement en soi, hein, parce que tu vois, là, on devait être à même pas à 1 cm. Ici, on était sur 3 ou 4 mm. Puis après, ben, elle faisait toujours le airprint. Et l'erreur vient de ça, le tube PTFE. L'idée, c'est que le tube PTFE est trop long, et je vais te montrer ce qui se passe. C'est alors lui qui est à l'origine de tous mes fails, parce qu'il est trop long. Donc, étant trop long, il venait se bloquer sur ta bobine. Quand on tirait le filament, eh bien, lui venait s'entre-croiser, on va dire ça comme ça, je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, il venait en appui ici, et notre filament n'arrivait pas à remonter à l'intérieur. Ce qui fait que lui, l'extrudeur, il essayait de pousser, mais ton filament, il était coincé de ce côté-ci. Donc, à réception de cette imprimante, bah, je te conseille vivement de couper ton tube PTFE. Donc là, physiquement, je ne l'ai pas fait pour pouvoir te le montrer en vidéo. Moi, en attendant, j'avais mis un petit système qui était ici, avec une boîte de séchage, pour à la fois travailler mes filaments techniques et faciliter la glisse pendant mon impression. Chose que je trouve sympa sur cette imprimante, bah déjà c'est son look. Je trouve qu'ils ont vraiment travaillé sur les finitions, la robustesse des matériaux, et surtout, un truc que je trouve vraiment sympa vu qu'on parle des finitions, c'est que à l'intérieur, eh ben, c'est super propre. T'as pas un fil qui pendouille, t'as pas des systèmes de goulottes, donc tout est bien caché, et ça c'est plutôt un bon point, c'est particulièrement quali. Par ailleurs, aussi en bas, il n'y a pas des systèmes ou des endroits, tu sais, où il y a des petits trous où les déchets de filaments risquent de tomber au fond. Donc là, ça a été bien pensé. Donc, d'un point de vue esthétique, c'est un vrai bon point pour la M1 Pro. Alors bien entendu, on a aussi des petites finitions qui sont pas top, comme ici, le système que l'on a au niveau de la porte. Si c'était trop proche aussi, bien tu aurais ta vitre qui viendrait embuter ici. Néanmoins, ici, si tu le souhaites, tu vas pouvoir mettre une petite bande de silicone pour pouvoir veiller à ce qu'elle soit encore plus hermétique. Une chose appréciable, ça va être ce système de plateau qui est polyvalent, étant donné qu'un côté, sur le côté un peu rugueux, on va pouvoir faire PLA, PETG, ABS, TPU. Donc pour rappel, lorsque j'ai fait de la fibre de carbone, alors pas le PLA, mais lorsque j'ai fait du PA6 ou du PA12CF et du PC ABS, eh bien j'ai rajouté un petit peu de stick de colle sur mon plateau, hein, sur cette partie-là. Et de ce côté-ci, c'est ce qu'on appelle les plateaux froids, donc tu vas pouvoir faire ton PLA sans avoir à trop chauffer ton plateau pour avoir une bonne tenue. Et il est plutôt efficace. C'est pas plutôt, il est très efficace. Dans les points positifs, bien entendu, c'est le plateau, 26 par 26 par 26, donc un plateau qui est légèrement plus grand que ses consoles. La caméra ne fait pas partie des points qui pour moi sont positifs. On est sur une caméra de faible qualité, c'est pas top. Donc quand tu regardes tes prints à distance, bon, ça suffit pour voir ce qui se passe, si ça se passe bien ou pas à l'intérieur. Par contre, c'est vraiment pas quali pour celui qui voudrait faire des timelapses de qualité. Tout ce qui est de l'éclairage, bah, écoute, c'est correct, c'est pas foufou. Donc la bande LED, on a pu voir, elle était sur le devant ici. On va dire, allez, c'est ni un point positif ni un point négatif, c'est juste correct. Pour ce qui est du bruit, donc le bruit en fonctionnement et le bruit lorsqu'elle est en veille comme celle-ci, on entend toujours un petit bruit, mais franchement le bruit est très discret lorsqu'elle est en veille par rapport à d'autres imprimantes sur le marché qui ont vraiment des vrais grésillements ou des ventilos qui font beaucoup de bruit pour pouvoir refroidir la carte mère ou autre. Pour ce qui est du bruit pendant l'utilisation, eh bien écoute, elle fait pas partie des imprimantes les plus bruyantes du marché que j'ai pu tester. Alors bien entendu, ça ne va pas être comparable avec une Prusa Core One qui est une des plus silencieuses. Néanmoins, celle-ci fait partie des imprimantes, on va dire, assez classiques, qui ne va pas être dans le top 5 des imprimantes bruyantes. Donc,
c'est un bon point aussi pour la M1 Pro. Donc forcément, ça fera toujours du bruit dans une pièce, une imprimante, surtout lorsqu'on va faire du PLA, parce que lorsqu'on fait du PLA, soit on ouvre la porte, soit on va rehausser ou retirer la vitre sur le dessus, donc ça fera un peu plus de bruit dans ta pièce. Si tu veux des imprimantes qui sont ultra silencieuses, et bien souvent, il faut monter un petit peu en gamme. Donc entre une imprimante qui est aux alentours, qui est de 400 balles, et une imprimante à 1200 balles, à toi de voir si c'est juste le bruit qui te gêne ou pas. Dans les points qui sont super positifs, c'est le système de rails linéaires qui est sur le dessus, qui vont améliorer la rapidité et la précision de tes prints. Et au moment où je suis en train de te faire la revue, eh bien j'ai un bug. Donc notre écran est en train de clignoter, j'ai voulu la redémarrer, et tu vois, pour l'instant, elle n'arrive pas à rebooter. Donc on va rappuyer sur le bouton marche à l'arrière, et on va essayer de voir comment ça se passe. Il semblerait qu'elle n'ait pas aimé que je lui apporte des critiques sur sa caméra il y a 2 minutes. Donc elle va pas vouloir se relancer, je vais être obligé d'ouvrir un ticket technique, mais néanmoins je suis totalement transparent avec toi lorsque je rencontre des bugs aussi sur des imprimantes. Donc je pourrais te le dire plus tard, par exemple dans le fil de discussion, quelle solution a apporté Artillery à ce type de bug. Mais là pour l'instant, j'ai pas plus de renseignements. Et bien du coup, notre petite panne va nous permettre de voir comment se présente notre imprimante sur l'arrière en retirant le capot. Et on a de bonnes surprises. Rappelle-toi, un peu avant, je t'ai dit qu'elle faisait quasiment 0 bruit lorsqu'elle était sur alimentation, ou certaines imprimantes, on entend plein de ventilos qui tournent dans tous les sens et qui sont extrêmement bruyantes. Et bien elle, on va comprendre pourquoi elle fait pas de bruit. C'est un système de dissipation thermique. On va regarder ici au niveau de la carte mère, on a la patte qui est ici, qui vient se raccorder directement sur notre châssis, donc la chaleur va s'échapper par cette pâte et va s'appliquer sur toutes les parties métalliques pour pouvoir refroidir. Donc pas de ventilo. Idem pour la partie alimentation au niveau du transfo. Donc là on arrive avec du 220, 220, 240 et on va envoyer du 24 volts à l'intérieur avec ce système. Pareil, 0 ventilo, dissipation thermique sur cette partie de l'alimentation. Ce que l'on voit ici, c'est la partie qui va chauffer l'intérieur de ton imprimante, donc une espèce de gros radiateur qui est juste derrière, et puis un ventilo qui va tourner pour pouvoir pulser et pousser l'air à l'intérieur. Et ça aussi, c'est plutôt bien fait. C'est ce qu'on avait vu pour pouvoir filtrer les particules. Eh bien, c'est un système qui est aimanté, qui va se poser directement sur ton ventilo. Donc quand tu as besoin de changer la partie à l'intérieur, eh bien tu n'as rien à dévisser, tu déclipses et tu remets en place. Et ce que l'on va pouvoir remarquer, c'est que au niveau des connectiques, au niveau des soudures, tout est bien soigné. Et ça, c'est plutôt rassurant lorsqu'on a une imprimante. Donc oui, on a un bug actuellement électronique. Néanmoins, le raccordement, le système est plutôt bien pensé. Et c'est la même chose pour l'intérieur. Donc en fait, pour cette imprimante, j'ai un avis qui est mitigé à l'instant T. Je pense que cette imprimante, ils ont mis quand même pas mal de choses très intéressantes sur le produit. Néanmoins, on a des difficultés au niveau du logiciel, on a des difficultés au niveau de la programmation de notre écran, la programmation de plein de petits menus ou sous-menus qui ne fonctionnent pas toujours bien. Après une coupure de courant, le fait qu'on n'a plus accès aux informations de ce qui est en train de se faire. Donc elle reprend le print, elle fait le job, mais toi tu n'as plus la main sur l'écran. Donc c'est toute cette partie développement qui n'a pas été finie, et c'est valable sur plein d'imprimantes du marché. Ceci nous apporte à une réflexion. L'idée c'est qu'il y a plein d'imprimantes qui sortent aujourd'hui sur le marché, sur lesquelles ils n'ont pas finalisé toutes les mises à jour, et au fil des remontées, des bugs et autres, sur lesquels on s'aperçoit qu'il faut faire des améliorations électroniques, techniques, que ce soit au niveau du logiciel ou que ce soit au niveau des mises à jour directement des composants électroniques, des cartes, du menu, de toutes ces choses-là, ça se fait après coup. Et pour celui qui se demande, qui tomberait juste sur cette vidéo aujourd'hui, est-ce que c'est propre à Artillery? Non, c'est pas propre à Artillery, c'est propre à quasiment toutes les marques du marché.
Anycubic, on a rencontré ça avec leur première Cobra multicolore, sur lequel on a enlevé des problèmes de nivellement. Bamboo, avec sa H2D, sur lequel j'ai eu plein de galères initialement, parce que pareil, ça attendait des mises à jour. Donc, même les plus grands du marché passent à côté de certains points. Prusa, pour la Prusa XL, j'ai rencontré des difficultés aussi, qui étaient liées à des problèmes de mise à jour, et de produits qui sont sortis trop tôt. Donc oui, je pense que beaucoup de produits sortent sur le marché qui ne sont pas complètement finis d'un point de vue logiciel, et c'est plutôt le consommateur qui, au fil des remontées de problèmes techniques, permettent aux marques de s'améliorer aussi au niveau de leur logiciel. Donc ça, c'est un petit peu dommage. On aimerait des produits qui sortent et qui soient nickel, mais aujourd'hui, sur le marché de l'impression 3D, eh bien, il y a beaucoup d'imprimantes qui arrivent avec des produits pas complètement finis, et des mises à jour qui se font très régulièrement. Néanmoins, on va quand même continuer notre conclusion. Je t'avais montré que la partie avant se retire assez facilement, tu as un système avec des aimants, et tu as accès un petit peu tout au connecteur, mais ça c'est plutôt pratique, tu n'as pas besoin de tout démonter pour pouvoir changer des pièces. Notre buse qui se change facilement, 2 petites vis, 1 ou 2 connecteurs à retirer, et tu pourras changer ta buse. Le système de purge, là par contre, je trouve pas que ce soit un super point, c'est pas un point positif. Quand ta tête vient ici, elle vient appuyer ici, et une fois qu'elle purge, ensuite elle va sur le côté, ce qui permet normalement de balancer le filament de ce côté-ci, donc ce qu'on appelle les déchets. Par contre, c'est pas super bien fait, étant donné que souvent je me suis retrouvé avec des petits bouts de filament qui venaient tomber ici. Ils auraient dû faire plutôt une partie creuse ici, pour que les excédents de filament ne viennent pas à bloquer, parce que si tu as un POPS qui vient bloquer ici, eh bien tu as bien compris que ça va bloquer un petit peu tout ton système, et ça va bloquer aussi ta tête, et ça va générer de vrais problèmes. Et quand je te parle de vrais problèmes, ça veut dire que si elle fait sa cinématique de nettoyage et qu'il y a un conflit de ce côté-ci, eh bien elle ne sait pas trop bien l'interpréter, en tout cas elle va pas se mettre sur pause, elle va pas reconnaître ça comme une erreur, ce qui fait qu'elle va vouloir continuer à faire son système de nettoyage, et ici tu vois, j'ai rencontré un énorme échec, étant donné que elle a voulu faire son système de purge, ça s'est pas passé correctement, et après elle est devenue complètement tarée, elle est venue racler notre buse ici sur le plateau, et quand je te dis racler, c'est vraiment racler très très fort. Tout ça parce qu'elle n'a pas su faire son système de purge au démarrage. Autant pour le plateau, on a pu voir qu'il était qualitatif. Ce que je suis moins fan, c'est le système qui est ici d'encoches, qui sont pour moi pas suffisamment hautes. Si on n'est pas vigilant, on met le plateau légèrement en dessus sur le plastique, et on a un truc qui est pas droit, qui est un petit peu voilé. Par ailleurs, il est très très spécifique, ça veut dire que moi qui ai l'habitude de mettre mes plateaux de ma X1 Carbone sur quasiment toutes mes autres imprimantes, sur celui-ci on ne pourra pas la placer, donc pour celui qui aime les plateaux à effet, qui aime les plateaux, tu sais, les plateaux bleus de BQ ou autres, ben, il faudra attendre que les fabricants fassent des plateaux spécifiques pour la M1 Pro. Donc aujourd'hui, ce seront des plateaux un petit peu compliqués à trouver, à part chez Artillery. Sinon, pour le reste des impressions, on a pu voir qu'après avoir refait le calibrage, eh bien, mes prints étaient qualitatifs. Elle m'a passé tous les matériaux que je lui ai donnés, hein, de l'ABS, du PLA, du TPU. Là aussi, c'est le slicer qui va vraiment faire les choses. Si tes paramètres ne sont pas parfaitement enregistré dans ton trancheur, dans ton slicer, donc dans le logiciel qui communique avec l'imprimante, eh bien on n'aura pas toujours des pièces qualitatives. J'entends par là, je t'ai montré le TPU qui avait des cheveux d'ange ou qui n'était pas parfait. Eh bien, faut réduire la vitesse, c'est que les profils ne sont pas toujours corrects dans les trancheurs, et c'est valable sur beaucoup d'imprimantes qui sortent aujourd'hui sur le marché. Le fait qu'ils ne se sont pas suffisamment concentrés pour pouvoir préparer des profils adaptés à toutes les variétés de filaments que l'on peut avoir. Pour ce qui est de la communication entre l'imprimante et ton ordinateur, tu peux communiquer par Wi-Fi, tu relèves le numéro d'IP qui va apparaître sur ton affichage, tu le rentres dans ton logiciel, et tu pourras lui envoyer les fichiers directement en Wi-Fi. Petite défaillance au niveau du Wi-Fi, et j'avais rencontré la même chose sur la Centauri, et j'ai d'ailleurs oublié de le dire dans la revue. Le Wi-Fi, par moment, décroche, ça veut dire qu'à l'allumage, le Wi-Fi ne s'active pas. Donc toi, tu viens appuyer sur activation du Wi-Fi, néanmoins, par moment, il va te demander de replacer ton code.
Certains sont plus clé USB, d'autres plus carte SD. Moi, je préfère la clé USB à l'ancienne, c'est plus pratique que les petites cartes SD. Lorsque tu veux lui envoyer directement un fichier sans passer par le Wi-Fi, bon, là, ils ont fait un choix qui est euh, de l'insérer directement sur la petite carte électronique de l'écran, et sur d'autres imprimantes, des fois, l'USB se retrouve plutôt sur un côté ou sur le dessus de ton imprimante. Chose qui est plutôt bien pensée pour le capteur de filament, ils n'ont pas fait un capteur de filament déporté, tu sais, sur le tube PT-feu ou juste à l'arrière, ça va plutôt se passer à l'intérieur ici. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que typiquement, imagine tu veux utiliser un filament très cassant ou certains filaments ultra flexibles, ça nous permet de retirer nos tubes PT-feu et de faire passer le filament en direct ici, et tu mets ta bobine après sur le côté sur un dérouleur. Et parmi les points qui sont super positifs, ben, c'est le prix. 350 balles, voire moins, quand ils font des promos, pour une imprimante qui est Core XY complètement fermée, qui peut travailler avec des filaments techniques, avec un radiateur à l'intérieur, avec un rail linéaire, franchement, c'est une des imprimantes les plus compétitives du marché. Et bien entendu, autre point positif, c'est le fait que plus tard, on va pouvoir mettre le système, je crois qu'ils appellent ça le MCM sur le dessus, pour pouvoir refaire du multicolore. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations, je ne sais pas du tout si on pourra en mettre 1, 2, 3 ou 4, j'en sais rien. On l'a pas vu fonctionner pour l'instant, néanmoins, elle pourra être multicolore, et ils vont certainement faire un prix assez agressif dans la version combo, donc ça veut dire la version imprimante plus leur MCM. Autre bon point, bah, c'est le fait que pour le prix à 350 balles, ils te mettent 1 kg de filament avec, et ça c'est un bon point parce que beaucoup d'imprimantes aujourd'hui te livrent ça avec un petit échantillon, donc eh ben, faut le noter. Dans ce créneau entre 3 et 400 euros, eh bien, elle commence à être plusieurs imprimantes de ce type-là, des imprimantes fermées qui vont pouvoir gérer des multimatériaux, donc des différents filaments, des filaments techniques. Je te laisse du coup voir les autres vidéos que j'ai pu réaliser sur différentes imprimantes. Pour celle-ci, tu pourras la retrouver donc sur le site Geekbuilding, avec une tarification qui peuvent évoluer en fonction des promos, donc je te glisse un petit code promo. Si tu vois que le code n'est plus fonctionnel ou n'est pas actuel, bah, tu mets un petit message un peu plus bas dans les commentaires, et puis j'essaierai de retrouver un code qui soit adapté à la machine. Et en attendant, je vous dis, portez-vous bien, et à très bientôt les artistes.